Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Sureda. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien. Heureux de vous retrouver pour la dernière émission de la saison. Nous sommes ensemble pendant une heure pour débattre avec mes chroniqueurs de l'actualité sportive de la semaine. Au programme ce soir, les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Maxime Brossard vous donnera l'agenda de la semaine sans oublier les questions du jour. Et enfin, pour la dernière de la saison, les bons souvenirs de façon coup de cœur, coup de gueule, mais ça sera que des coups de cœur bien évidemment, de la saison des chroniqueurs. Avec nous ce soir, Marek Keta. Bonsoir Marek. Bonsoir à tous. Mehdi Guillonneau. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Jean. Et Maxime Brossard, bonsoir Maxime. Salut. Bonsoir messieurs. Bonsoir Jean. Bonsoir Coraline, bonsoir Romain pour le grand retour de Romain. Et monsieur choisit bien la date parce que par hasard. Bon anniversaire Romain. Merci, mais c'était fait exprès. Merci. Quel âge Romain par contre Là 27. 27 ans. 27 ans. À force de l'âge. Ça va encore. Ouais, vous faites plus. Ça, je l'aurais donné. Quel enfoiré. C'est la barbe ça. C'est la barbe. J'aurais dit le contraire quoi. Il fait jeune hein. C'est vrai. Il fait jeune. C'est vrai. Ça s'est bien passé ce confinement parce qu'on s'est pas vu depuis Romain. Oui non, ça a été. Pas trop long, ça va. Vous avez vu, on a le coach des Boston Red Sox. Des Red Sox et l'arbitre. Alors il y a Romain qui est habillé comme un arbitre et alors Maxime qui est habillé un coach. On a dit quoi tout à l'heure Marek? Un coach de baseball. Un coach de baseball, c'est exceptionnel. Coach de MLB, écoutez. Ouais, un mauvais joueur ce coach. Oula. N'entrez pas dans ce débat Jean parce que vous savez que dans le rugby, comment dire, Maxime est un extrémiste du rugby. Ah oui. Ne rentrez plus Maxime, ne rentrez plus dans des débats de toute façon avec Jean Sureda. Ah oui, c'est sûr. Parce qu'il est capable de vous dire que Belfort ou Sochaux au rugby est meilleur que Colomiers. D'accord. C'est surtout. Il défend tellement sa paroisse que oui, c'est plus oui. possible de discuter avec lui. D'accord. Non mais c'est ça, c'est lui aussi. En fait, c'était un match entre deux intégristes quoi. Et en fait, on a fait vous savez que, cher auditeur, que Maxime me remet en forme. Grâce à lui, j'ai déjà perdu 9 kilos à peu près. Donc voilà, et puis je crache mes poumons, comme on dit vulgairement, et désolé pour l'expression. Et voilà, après la séance de sport, on s'amuse à se faire des petits jeux de rugby. Ouais. Et hier, nous avons fait 3 jeux de rugby. Alors, Maxime, qui fait du rugby depuis tout petit, m'a battu une fois sur les 3, mais là, bon, vous allez me dire, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Ouais. Mais par contre, je l'ai battu au moins une fois sur les 3 jeux. Oui, enfin, il y avait un jeu en équipe après. Voilà, c'est ça. Mais je vous ai battu. Une première réaction, Maxime. Bon, ça va, écoutez, après... Et il l'avait mauvaise. Après, il faut dire que là où j'étais énervé, c'est qu'en fait, je me suis entêté à vouloir buter avec un tee, là, vous savez. C'est vrai. Et ça sert à rien, bon trou dans la pelouse. C'est ce que je faisais, moi. Moi, je faisais ça. J'ai dû faire 1 sur 3. Je suis passé à la méthode trou dans la pelouse, j'ai fait 3 sur 3. Et donc, la prochaine fois, je ferai à l'ancienne un bon pointard, un trou dans l'herbe. Il l'avait sincèrement vraiment mauvais. J'étais plus énervé sur moi parce que c'est vrai que je sais pas pourquoi je me suis entêté avec ce truc alors que j'arrivais très bien sans quoi. Mais vous faisiez des défis au but en fait? Ouais, souvent on fait ça. Une séance de penalty, après on faisait des tirs au but on fait. Vous plaquez pas là parce que sinon il y aurait un déséquilibre, je pense. Ah bah je l'écrase hein. Non, ça n'a rien à voir. Marek, fallait pas trop parler, ça va enchaîner sur vos orteils et vos sandales. C'est vrai. Et ça c'est méchant parce que c'est lui qui le dit, c'est Mehdi qui le dit. Tout ça pour que c'est moi. Ça c'est petit ça. C'est quoi ces chaussures encore c'est pas moi. Je suis un gladiateur en fait. C'est vrai. Ils sont sympas. Sandales. En plus, c'est des chaussures de lutte. Petit jean, petit pull en maille, vraiment sympa. Si, il est habillé, Marek. Mais ouais, c'est ça, vraiment sympa. La petite montre, le petit bracelet, les bagues, voilà, le bourge quoi. Il est looké. Et puis derrière, il y a les sandales quoi. Il est looké, ouais. Petites sandales quoi. Attends, les gars, c'est vrai que c'est pas mal, elles sont bien en plus. Pour l'été, c'est bien. Marek est en avance sur son temps. Ça sera la mode 2025, sachez-le. C'est vrai. Et par contre, c'est la dernière émission de la saison. Ouais. Vous allez faire quoi cet été, messieurs? On se retrouve déjà l'année prochaine, ça on est d'accord? Oui. Début septembre. Et vous allez faire quoi cet été? On va nager, hein. On va aller nager. Ah bah oui, là il faut perdre les kilos qu'on a accumulés. On n'a pas prévu de natation, nous. Ah non, nous ce sera que de la course, du bon fractionné dégueulasse. Vous viendrez avec moi, Jean Sureda. Voilà. Mais en fait, moi, le problème, c'est que je ne sais pas nager. Ah ben, je t'apprendrai. C'est tout simple. Vous me balancez, je suis un caillou. On commencera avec les brassards et ça va bien se passer. Ouais, mais il faudra mettre les brassards au bras
et puis aux chevilles aussi, comme ça. Ça va bien se passer. Mehdi, vous avez prévu quoi avant de démarrer l'émission? Travail. Vraiment, vous avez quelle américaine ce Mehdi. Incroyable. Depuis le confinement, je n'ai rien fait, je l'avoue. Il va falloir travailler, parce qu'il faut bien gagner 2-3 sous. C'est ça. Avec ce qu'on nous paye ici. Moi, je vais me reposer jusqu'à la reprise du championnat, jusqu'au 4 septembre, donc 2 mois de vacances, et puis du sport avec vous, Jean. Je vais vous faire courir un peu. C'est vrai, mais ça va, je reprends bien. Très très bien, ça progresse de mieux en mieux là. Parfait. Voilà. Mais vous viendrez à Toulouse Plage, je vais travailler à Toulouse Plage, vous viendrez faire du sport à Toulouse Plage. Voilà. Et ben voilà, on viendra. C'est vendu. Et nous, on va pouvoir démarrer avec les coups de cœur et les coups de gueule. Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule. Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué comme une joie, une déception. En fin d'émission, il y aura un coup de cœur sur toute la saison, mais je vous ai quand même demandé pour le début de l'émission, comme d'habitude, un coup de cœur ou un coup de gueule ou un coup de tristesse, un coup de projecteur, enfin tout ce que vous voulez, sur ce qui s'est passé dans la semaine. C'est ce que je vous demande depuis maintenant 2 ans. Et vous avez trouvé tous, c'est là où vous êtes bon, et c'est là où vous êtes professionnel, vous avez toujours trouvé quelque chose. Je commence par Maxime Brossard, parce que Maxime Brossard va faire l'agenda, donc on lui donne la parole maintenant, comme ça il a le temps de récupérer. Je dirai plus rien après. Après, on va parler de Béziers Rugby. Oui, de l'SBH, un club mythique, 11 boucliers de Brennus. Voilà, ça a été un peu le feuilleton de ces dernières semaines. Si vous avez été branché sur Eurosport ou l'équipe, vous avez vu le duel entre, d'un côté, le projet mené par Christophe Dominici, l'ancien international, avec notamment un investisseur émirati pour reprendre le club. Et de l'autre côté, un promoteur biterrois du nom de Angelotti, avec notamment le soutien en dernière minute de René Bouscatel, qui était l'ancien président du Stade Toulousain. Il semblait donc en première partie que c'est le projet mené par Angelotti et Bouscatel, donc un projet 100% biterrois, avait la même mise, avait repris le club, mais finalement, rebondissement durant le week-end, ils se sont désengagés et c'est finalement le projet mené par Christophe Dominici et les Émiratis qui vont arriver. Donc c'est un énorme projet, ils veulent en faire, en fait, je reprends les termes de Christophe Dominici, le plus grand club d'Europe. Ils vont arriver donc avec un budget colossal. Alors je me suis amusé en fait à vous faire le 15 de départ de l'équipe qui a été annoncé, puisqu'il a carrément annoncé des noms, Christophe Dominici. Et alors accrochez-vous bien. Donc on part de l'arrière, donc déjà ce sera Benjamin Fall, ailier Ronimov, au centre Nonou et Korobeite, c'est-à-dire Korobeite on le connaît pas trop mais il a 24 sélections avec l'équipe d'Australie quand même. Rokonoguni qui est l'ailier de base, qui est aussi international anglais. En demi d'ouverture, Dan Bigard, qui est donc l'ouvreur du Pays de Galles. Clément Daguin donc à la mêlée. On passe au pack avec en 8 Alex Toulou, le solide castré. Taofa, alors là accrochez-vous encore plus. Courtney Loz en 6 de Northampton, celui qui avait découpé Jules Plisson en 2015, je sais pas si vous vous en souvenez. Et pas que, il découpe tout le monde. Il découpe tout le monde, ouais. En 5, il sera épaulé par Mikko Tadze, le solide géorgien du MHR. En deuxième ligne, il y aura donc Alemano et Mechano, ce sont des Argentins. Il y aura aussi Orioli au talonnage, et Vivas, pareil, un Argentin en pilier. Et d'autres noms sont annoncés aussi. Il y aurait Charlie Mallier, donc, qui joue à la section paloise notamment, clin d'œil à Coraline. Gabriel Lacroix, qui pourrait reprendre aussi. Jared Poy et Tristan Teder. Voilà, rien que ça. Et rapidement, directeur sportif Frédéric Michalak, entraîneur des avants Rodrigo Roncero, entraîneur des trois quarts Vincent Etcheto et entraîneur principal Michael Cheka, qui n'est autre que le sélectionneur de l'Australie en Pro D2, pour jouer en Pro D2. Il n'y a rien qui est signé, on est d'accord, à part Toulouse. Rien n'est signé, mais seul. Quasiment tout est dans les tuyaux en fait, c'est bien avancé. Ouais. Mais par contre, Béziers est en Pro D2 l'année prochaine. Est-ce qu'ils vont quand même venir pour de la Pro D2, c'est toutes ces stars et tous ces bons joueurs? En fait, c'est ça, c'est sur un projet de plusieurs années. C'est en fait, comme disait Christophe Dominici, c'est devenir le plus grand club d'Europe. Donc, c'est faisable? C'est être un peu à l'image, à moindre mesure, ce qui s'était passé quand Boudjelal est arrivé à Toulon. Il faut savoir qu'en Pro D2, vous avez Georges Gregan, qui était venu un des plus grands demi-de-mêlée de l'histoire de l'Australie. Et du monde même qui était venu jouer à Toulon. Vous aviez eu aussi, je sais pas moi, il avait fait venir plein de stars. Il y avait Sonny Bill Williams aussi. Il y avait eu, voilà, mais c'était un peu, ça va être un peu le même système. Ça va fonctionner pareil. On a un peu l'impression que c'est quand même très farfelu, parce que moi, pour avoir écouté un petit peu Dominici, à part dire qu'on a des sous, des sous, c'est quoi le projet? Il n'y a rien d'autre. C'est ça. Ça ne parle que d'argent. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose derrière. Et puis tous ces effets d'annonce-là, déjà le rugby n'y est pas habitué et ça paraît très bizarre, non? Et avant de vous donner la parole, Maxime, pour suivre les propos de Mehdi, on discute un peu et sans trahir, vous n'êtes pas particulièrement fan du Paris Saint-Germain, parce que voilà, par rapport à l'argent, vous me voyez venir. Vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Là, on est en train sur un projet, toute proportion gardée, on est d'accord,
mais un peu comme le Paris Saint-Germain. Comment vous, passionnés et amoureux du rugby, vous voyez l'arrivée d'un club immense du jour au lendemain dans le paysage du rugby français? En fait, ce qui me choque un peu finalement dans ça, c'est par rapport au recrutement qu'un club qui vient, ou même on va dire un État mettre de l'argent dans un club, en soi, finalement, ça me choque pas. Mais là, ce qui me choque dans la liste, c'est finalement les noms des joueurs. Il y a très peu de Français. Moi, je préférerais qu'ils mettent beaucoup d'argent sur des jeunes joueurs français. Sachant qu'il y a la génération qui est championne du monde. Voilà, exactement. Qui fasse venir plutôt, je sais pas, Carbonel à la place de Bigard, par exemple, ou je sais pas, moi, enfin, j'aurais plein d'exemples, mais plutôt acheter des joueurs français pour les faire progresser et pour amener justement des jeunes joueurs français talentueux à peut-être dominer l'Europe. Voilà, ça pourrait être intéressant. En plus, en sachant qu'ils vont pas amener que des joueurs, ils vont bien sûr amener, je pense, un centre d'entraînement, des méthodes d'entraînement. Ils vont se confronter à des entraîneurs comme Cheka qui sont des références. Refaire le stade aussi, peut-être. Refaire le stade aussi, qui est catastrophique. Mais il est vieux, lui. Et puis surtout, le problème, c'est ça, c'est que à la limite, quelques stars, ça peut être intéressant, mais justement, il faut y mettre des jeunes Français autour, parce que c'est ça qui va porter le projet. C'est ça aussi qui va faire que des jeunes Français vont aussi s'identifier à des joueurs qui seront dans le 15 de départ. Et surtout, il y a aucun Biterrois là-dedans. Donc, j'aurais préféré qu'ils gardent quand même. Enfin, on verra. Je pense qu'ils vont garder quelques Biterrois, mais qui est quand même une identité de Béziers. C'est quand même un club mythique, mais bon. On verra, honnêtement, comme a dit Mehdi, il y a beaucoup d'annonces et on verra au fil de l'été comment ça va se décanter. On va reparler de la Pro D2 avec vous. D'ailleurs, tout à l'heure, on va parler de Colomiers qui a fini premier. Et pour un ordre d'idée, Béziers a terminé 9e de Pro D2 sur 16 équipes, donc c'est-à-dire tout simplement milieu de tableau. On va partir maintenant, on va se mettre devant la télé. Peut-être que durant cet été ou durant le confinement, vous êtes allé sur Netflix. On avait parlé un petit peu des séries Netflix dans l'émission. Et vous allez nous parler d'une nouvelle série Netflix, c'est bien ça? Eh oui, nouvelle Marek série. Keta. C'est ça, je me présente, non. D'ailleurs, si vous ne connaissiez pas mon appétit pour les sports un peu, disons, qui sortent de l'ordinaire, eh bien là, vous le savez, voilà, vous l'apprenez en tout cas. Donc très belle cousin avec Maxime Brossard. Ouais, ça, on s'est bien entendu là en off. Ça a parlé lancer de tronc. Voilà, on va y venir. Donc très belle surprise proposée par Netflix avec Home Games. C'est une série, donc en français sport d'ailleurs. C'est une série documentaire américaine produite par Boardwalk Pictures. Il y a 8 épisodes d'une trentaine de minutes. Chacun est consacré à une pratique sportive d'un pays ou d'une région. Personnellement, j'en suis à la moitié et j'adore. J'aime beaucoup. Alors, loin de moi l'idée, messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, chers camarades, de vous spoiler la série parce que ce qui est croustillant, justement, c'est le principe qu'on ne sait jamais vraiment de quel sport il s'agit après chaque épisode. Malgré tout, parlons de l'épisode numéro 1. Si je vous le dis, Calcio Sportico, ça vous inspire quoi, Mehdi, Jean ? Maxime? Je le savais, mais je vous laisse. Je ne sais pas du tout. Moi, le calcio, à part le football, c'est le football italien, quoi. Oui, le championnat italien, quoi. Alors, oui, c'est un sport donc traditionnel pratiqué exclusivement à Florence, Firenze, donc la capitale de la Toscane, oui, en Italie, donc la ville de la Renaissance. Et donc, dans le Calcio Sportico, effectivement, on trouve un peu de foot, avec des athlètes sculptés comme le David de Michel-Ange, sauf que eux, ils se foutent sur la gueule. Concrètement, c'est vrai. C'est un mélange de foot, de boxe, de rugby aussi. Avec c'est le sport de Maxime. Ça, c'est Maxime, il adore. J'ai déjà regardé, c'est passionnant. Ouais, donc vous avez vu, c'est un peu le bazar pour regarder. Plus d'une vingtaine de joueurs dans chaque équipe. Le but, c'est d'amener la balle dans l'autre camp, en fait, avec un filet qui fait la taille de la largeur du terrain, tout simplement. Et ça se met des castagnes, quoi. Voilà, il faut avancer. Ça ressemble un peu au foot US, au rugby. Je vous le recommande. Plus tactique qu'il n'y paraît. Et ça, ils en ont fait une série? Alors, c'est un sport traditionnel, donc la compétition a lieu chaque année à Florence. Ils en ont fait une série, oui, c'est le premier épisode de la série. De la série sur les sports. Donc, l'épisode 2 concerne autre chose. On ne va pas en dire plus parce qu'il faut garder un peu de suspense. Donc la production, elle a mis la main au portefeuille. Elle nous fait découvrir donc tous ces sports, toujours pendant une grande compétition. Ça, c'est intéressant. On donne la parole à certains des participants que l'on va aussi voir s'entraîner. Et il est toujours intéressant de constater à quel point le sport peut être un facteur de cohésion sociale. Je vous laisse découvrir ça, c'est sur Netflix. Et une info, on est d'accord que l'année prochaine, Netflix, pour cette série, va suivre Sochaux Toulouse l'année prochaine. C'est un sport à part. C'est ça, qui est l'événement catégorie. Ils veulent le jouer avec des patins à glace. À Bonal, la patinoire. Sur le stade direct à Bonal, c'est bon. Ça vous plaît ce genre de série qui présente des sports, alors pas mineurs, mais pas habituels, des sports au on va public, dire traditionnels, traditionnels. Vous aimez ça? On en parlait avec Marek là, et moi j'ai eu la chance d'assister aux Highland Games. C'est un des épisodes justement de la série.
c'est des jeux qui se pratiquent en Écosse entre les différents clans d'Écosse. Et donc c'est du jeté de tronc, c'est du tir à la corde. Ça reprend des disciplines olympiques en fait, mais voilà, version écossaise. Quoi. Le lancer de tronc, c'est super. Voilà, c'est champêtre, mais c'est très agréable et c'est même assez impressionnant à voir la ferveur qu'il y a autour. Et vous avez eu la chance de voir la reine en plus de ça. Oui, j'ai vu la reine quand j'y étais allé en 2014. Ouais. La reine d'Angleterre, carrément. Ouais, un grand moment. Le mythe. J'ai vu la reine d'Angleterre, effectivement, Jean Tureda. De mes yeux, pas loin en plus. Ça a été à côté, elle doit être, je sais pas, à 5-6 mètres de moi. Ouais. Je vais vous faire une confidence à l'antenne. Elle m'a envoyé un message il y a 2 jours et elle me demandé de vos nouvelles. Eh ben écoutez, vous pourrez lui dire que je vais très bien. Voilà. Si elle veut me nommer sœur, c'est sans problème. Je prendrai sœur Brossard avec grand plaisir. Sœur Maxime Brossard. Ou Lord, c'est pas mal. Lord Brossard, ça marche bien. Bon, elle connaît sûrement des Français, elle connaît peut-être sûrement plus Karim Benzema que vous. J'espère. Normalement, la reine d'Angleterre. Je me tourne vers vous, Mehdi Guillaume, on va parler de Karim Benzema qui est sans doute le meilleur, je me mouille un peu, le meilleur joueur du championnat d'Espagne cette saison. Et ouais, Karim Benzema, donc, qui depuis la reprise, la Liga, ça a repris depuis 5 journées. Il a déjà marqué 3 buts. Je crois qu'il a aussi à 3 passes décisives, dont une hier extraordinaire, une talonnade à l'aveugle dans la surface pour Casemiro. Lui, le confinement, ça l'a pas trop dérangé. Il est revenu avec un niveau de jeu encore meilleur qu'avant l'arrêt du championnat. C'est le patron, on a l'impression, de cette équipe-là, avec notamment Sergio Ramos. Voilà. Et moi, je me pose même une question. Après, je vais rappeler le palmarès, etc. de Karim Benzema, mais est-ce que ce n'est pas tout simplement le meilleur neuf français de tous les temps? Voilà, il a comparé qu'Henry, Trezeguet, Papin, Fontaine, mais juste vous dire, c'est 654 matchs, 310 buts entre Lyon et le Real Madrid. Il est 4 fois champion de France, une Coupe de France, une Coupe de la Ligue, 2 fois champion d'Espagne, 2 Coupes du Roi, 4 Ligues des Champions. Et il y a aussi une chose, c'est qu'on lui a toujours mis des concurrents dans les pattes. Il y a quand même incroyable, Higuaín, Morata, Adebayor, Jovic, à chaque fois, même et joué pour Ronaldo aussi. Oui, il y avait Cristiano Ronaldo, mais toujours la presse espagnole le mettait derrière. Karim Benzema en début de saison ne jouera pas, etc. Et au final, il a toujours gardé sa place. Ça va bientôt faire 10 ans au Real Madrid. Et puis on a l'impression qu'il a quand même 33 ans maintenant, Karim Benzema. Il fait partie de la génération 1987, un petit peu maudite en France. Et il est meilleur, il est peut-être au top de sa forme maintenant à 33 ans. Et vraiment, je pense que voilà, le fait de ne pas avoir joué en équipe de France, il aurait pu être champion du monde. Ça aurait peut-être pas marché différemment avec Benzema, on n'aurait peut-être pas été champion du monde. Mais voilà, il a raté aussi ce train-là et il traîne aussi cette sale image de l'histoire aussi avec Valbuena. Et ça nuit peut-être à notre vision des choses et au fait, tout simplement, moi qui suis absolument pas fan du joueur, malgré qu'il soit formé à Lyon, maintenant je commence à basculer dans le camp, peut-être qu'il est maintenant au-dessus de Thierry Henry, qu'il est peut-être le plus grand numéro 9 de l'histoire de... Je me permets d'y répondre à cette question, après je donnerai la parole à Marek. Alors en club, il n'y a pas photo. Je trouve que Benzema est meilleur que Thierry, mais il lui manque le palmarès sélection et on peut pas considérer. Mais il a une histoire particulière. Mais bien sûr, mais on peut pas négliger 2 coupes de confédération, 1 Euro et une Coupe du Monde de Thierry Henry où il prend 4 trophées avec l'équipe de France, qui est absolument titanesque. C'est ça. Après, oui, en club, il est, vous l'avez dit, 4 Ligues des Champions, plus de 300 buts. Je veux dire, il y a pas photo. Il est au Real Madrid, quoi. Mais je parle pas seulement des palmarès, je parle aussi du talent. Je pense qu'il est encore plus talentueux. C'est ça. Et puis de toute façon, si on regarde dans le passé, quel attaquant français, je crois que c'est Raymond Domenech qui donnait une interview ce week-end, je ne sais plus pour quelle chaîne de nos quel confrère. En tout cas, il a rappelé très justement quel neuf français n'a jamais été critiqué. Regardez Giroud, même après une Coupe du Monde, c'est toujours un débat. Thierry Henry, pareil, il a été discuté. Enfin, peut-être Papin, c'est le seul, mais sinon, ça fait partie de l'histoire. Papin n'a jamais réussi en équipe de France, vraiment. Donc il est Ballon d'Or, tu peux quand même. Ouais, mais l'équipe de France, c'est catastrophique. Ouais, oui, t'es pas... Il n'a jamais rien fait. En tout cas, c'est ancré dans l'histoire. Il y a quand même une volonté, je sais pas si c'est une volonté, mais en tout cas de toujours critiquer les numéros 9 français. C'est vrai qu'il y a l'image aussi de Karim Benzema qui avec l'équipe de France, vous en avez parlé, il y a l'affaire avec Valbuena, la sextape, il y a aussi les propos qui balancent chez nos confrères espagnols de Marca, juste avant l'Euro, qui clairement et vulgairement parlant, le fracasse complètement pour les nouvelles sélections, quand on connaît humblement, entre guillemets, Didier Deschamps et le fait qu'il soit têtu, ça a du bon et du moins bon, voilà. Et en plus les résultats de l'équipe de France donnent raison à Didier Deschamps, où la France fait 2 finales internationales sans Benzema, donc c'est vrai que c'est un choix qui a été fait, même je pense que même sportivement ce qu'a fait Deschamps, c'est comment dire ça, c'est explicable, mais ça n'empêche que moi je pense que de cette génération-là, c'est le meilleur joueur français actuel, et c'est le meilleur joueur français sûrement des 10 dernières années avec Franck Ribéry. Voilà, ça se joue sûrement avec lui, et
je sais pas, imaginez quand même qu'il a 87 sélections alors qu'il n'a pas été sélectionné depuis le 8 octobre 2015. Ça fait 5 ans qu'il n'est pas pris. Vous imaginez, il aurait peut-être pu battre Thuram au nombre de sélections s'il n'y avait pas eu de problème. Là, il aurait pu être meilleur buteur. Thuram va être battu par Varane, je pense, ou il y a Varane qui va arriver. Oui, sûrement. Il y a Claude qui nous écoute, vous savez, régulièrement, qui nous dit Guivarch est quand même au-dessus. Grand Guivarch quand même. Mais lui, il est champion du monde. Il est champion du monde, on est d'accord. Pour revenir sur Benzema, d'ailleurs, les types de presse espagnols ne sont pas gênés ce matin pour poser la question. Oui, c'est pour ça que je parlais de ça. Poser la question, Benzema est-il le meilleur joueur en Liga cette saison? Je crois que c'était ça. Il est personnellement, devant Messi. Est-il meilleur que Messi cette saison? Pourquoi pas. Oui, cette saison, oui, il n'y a pas photo. Cette saison. Après, il bénéficie de sa forme de reprise et d'un contexte aussi un peu bizarre. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, qui suivent le sport et le foot, que ce soit proche ou un peu plus éloigné, ok, vous entendez chez nos confrères de TF1, de France 2, l'extra sportif, Karim Benzema, l'affaire la sextape, raciste Didier Deschamps pour reprendre les propos, etc. Ne restez pas là-dessus, c'est vrai que sportivement c'est l'un des meilleurs joueurs français de sa génération, ça il n'y a pas photo, et même comme vous l'avez dit, les mots sont forts, mais Karim Benzema est vraiment très fort. Alors il a inventé un poste. Oui, totalement. Il a inventé le poste de 9,5, en tout cas à sa sauce, peut-être que d'autres avant ont eu ce rôle-là, mais lui il l'a façonné vraiment. Il est moderne. Servira d'exemple. Il est moderne. Un attaquant moderne. C'est un 9 et un 10 en même temps, donc ça c'est quelque chose de fort. Donc voilà, regardez avec plaisir les matchs du Real Madrid et de Karim Benzema. On peut passer maintenant à l'agenda de la semaine. Sportez-vous bien, l'agenda sportif. L'agenda de la semaine avec vous, Maxime Brossard. Une petite actualité encore pour la dernière de la saison. Et on va commencer, comme d'habitude, avec le rugby. Alors avant de commencer, je voulais juste vous parler d'un livre que j'ai amené rapidement, qui s'appelle L'histoire du hockey, qui a été écrit par Wayne Gretzky. C'est un livre qui raconte toute l'histoire de la NHL avec plein d'anecdotes. C'est super pour les gens qui ne connaissent pas le hockey et qui veulent s'y plonger. On y apprend les règles, on y apprend des histoires un peu locasses. En plus, Wayne Gretzky, il faut savoir, en fait, c'est le meilleur joueur de tous les temps. En gros, c'est un peu comme si Maradona ou Pelé... ou même plus récemment du coup Messi écrivait un livre sur l'histoire de leur sport, quoi. Et il a une bonne plume, donc je vous le recommande. Et il n'y avait pas une phrase Si, il y avait une phrase, je vous la lis rapidement. Alors ça va relancer le débat entre vous et Mehdi. Alors le débat pour les auditeurs, le débat entre Mehdi et moi, c'est que Mehdi, lui, c'est l'émotion et tout. Moi, je dis c'est peu importe, c'est le palmarès. C'est palmarès, pas l'émotion. En gros, c'est ça. Donc Wayne Gretzky, donc surnommé The Great One, le plus grand joueur de hockey de l'histoire, dit: la grandeur d'une carrière ne réside pas dans les statistiques, mais dans les histoires qui l'entourent. Je ne pense pas être aujourd'hui si différent de l'enfant que j'étais, fasciné par les histoires de ces durs à cuire, sortis de petits villages et partis à la conquête du monde pour finir par entrer dans l'histoire avec un grand H. Et ce gamin n'était pas différent de ceux d'aujourd'hui. Tout autant que nous sommes, nous aimons ces histoires, elles nous façonnent. Voilà. Donc il me donne raison, on est d'accord. Allez, on passe à la suite. À Mehdi, en fait. C'est plus l'histoire que la statistique. Ouais. Bon, on passe donc au rugby rapidement, la NRL. Le rugby à 13, 8e journée. Vous êtes fort, vous changez vite, vous avez vu que... vous avez dérangé le patron là. Donc le syndicat n'est pas prêt de se créer. Ouais. Melbourne, donc Storm contre Sydney Roosters, le 3e contre le 4e, c'est le gros match de cette 8e journée, c'est jeudi à 11h50 sur beIN Sport 1. Le samedi à 11h35, il y aura West Tigers contre Penrith Panthers, le 2e donc contre le 6e. Et le dimanche à 10h30, il y aura donc les Manly Sea Eagles qui sont 8e, donc dernier qualifié. Ils affrontent les Newcastle Knights qui sont 5e. Voilà, ça c'est à 10h30 dimanche, beIN Sport 1. Donc après, je continue avec le Super Rugby. Donc vous savez, il y a le Super Rugby néo-zélandais qui a été lancé il y a peu de temps. Là, c'est le Super Rugby australien. Donc ils sont obligés de faire comme ça pour pouvoir avoir des matchs. Première journée, donc Melbourne Reds contre les Waratahs. Ça doit dire quelque chose à Marek. Ce sera à 11h05 vendredi. Et ensuite, il y aura les Brumbies qui vont rejouer contre les Rebels. Ce sera samedi à 11h15. Pour les Néo-Zélandais, donc ce sera la 4e journée. Là, ce sera sur Canal+ Sport. Ce sera les Highlanders contre les Crusaders, samedi à 9h05. Et il y aura ensuite les Chiefs contre les Hurricanes. Ce sera dimanche à 5h35, mais ce sera rediffusé. Un mot de football. Ouais, le foot. Donc ce soir, il y a un alléchant Crystal Palace Burnley à 21h. Demain, il y aura Brighton Manchester United à 21h15. Sous la pluie, vous n'avez pas précisé. Ouais. Normalement, il pleut en Angleterre. Oui, parce qu'il fait beau chez nous. Souvent, c'est comme ça en plus. Ouais. Mercredi, donc, il y aura un beau triplé là aussi. Bournemouth Newcastle, Arsenal Norwich, Everton Leicester à 19h. Ah, oui. Et on finira la soirée en beauté avec West Ham Chelsea. Ah, oui. Et jeudi, Sheffield contre Tottenham à 19h. Et enfin, le choc tant attendu,
même s'il ne servira pas à grand-chose. City contre Liverpool à 21h. Donc là, on passe à l'Espagne. Mehdi va être devant sa télé ce soir, j'imagine, pour regarder Retafe contre la Sociedad. Ce sera le dernier match en Espagne. Le 4 contre 5 ou 5 contre 6, je sais plus. 4 contre 5, c'est ça. Ce sera le dernier match de la 32e journée à 22h. On enchaînera ensuite donc avec la 33e journée dès demain avec Barça Atlético à 22h. Mercredi, Valence Bilbao à 19h30. Betis Villarreal en suivant à 22h. Le jeudi, ce sera la Sociedad à nouveau. Ils vont affronter l'Espagnol de Barcelone à 19h30. Et enfin, le Real Madrid contre Retafe à 22h. Voilà. Et il y aura l'Italie encore. J'ai pas fini. Surtout que l'Italie, c'est assez serré. Suspense, Il y a un petit peu de suspense. Donc ce sera dès demain à la 29e journée. Torino-Lazio à 19h30. Genoa-Juventus à 21h45. Le jeudi, il y aura Atalanta-Naples à 19h30 et Roma-Udinese à 21h45. Et oui, on parlait d'ailleurs des joueurs un peu à l'ancienne. Je ne sais pas si vous avez vu le but de Ribéry avec la Fiorentina, qui était magnifique. Magnifique. Et là, 37 ans quand même. Ça c'est beau. Atalanta-Naples à regarder. Oui. Alors... Oh que oui, un nouveau sport, enfin nouveau. Un sport qui va reprendre bientôt, c'est la Formule 1. Et c'est le moment où on pense à la planète, effectivement. Comme à chaque fois. Après le NASCAR, cette fois-ci, c'est la Formule 1. Voilà. On pourrait créer un jingle, si vous voulez. Je vais faire un jingle, moi, un jingle écologie. Un petit geste pour la planète, effectivement. Surtout avec cette vague verte qui a traversé la France avec les élections. C'est vrai, en plus. Ça tombe au bon moment, cette reprise. Je vous dis qu'on est dans l'air du temps. Alors, donc, les essais vont débuter pour le Grand Prix d'Autriche. Ce sera vendredi à 10h50. Voilà, si vous êtes en manque de Formule 1, vous pourrez commencer à regarder les essais dès vendredi sur Canal+ Sport. Et la course, bien sûr, aura lieu dimanche à 15h. Et on termine par du sport, mais sur console. Ouais, de l'e-sport. Et là, du vrai e-sport, puisque ce sera le Tour de France e-sport. Donc, après les 24 heures du Mans, c'est la grande boucle virtuelle. Donc, ça a démarré déjà, mais ça va se poursuivre jusqu'au 9 juillet. Il faut juste appuyer sur la manette. Alors, non, je vous explique, ça sera du management, en fait. Ouais. C'est 10 joueurs qui s'affrontent sur le jeu Cycling Manager. Ils ont tous le rôle de directeur sportif, en fait. Et ils doivent chacun avoir une équipe à gérer. Samedi, il y a la première diffusion. Vous pourrez voir une course en direct, donc ce sera à 15h sur Eurosport. Voilà, attention à la fringale du coup pour les coureurs là. Ou les crevaisons aussi. Ouais. Et comme ça nous sommes complets. Nous on se retrouve dans moins de 4 minutes avec les questions du jour. À tout de suite.
Écoutez-vous bien ? La question du jour. La question du jour, les questions du jour, 2 petites questions seulement aujourd'hui, et vous allez tous trouver bien évidemment. La première, on a parlé un petit peu vaguement de politique sur la vague verte de l'agenda. On va rester quand même un petit peu dans la politique, mais on va pas parler de politique. Il y a eu les élections municipales hier, et une personnalité du sport a été élue maire de Bailleul, dans le Nord. Qui est ? L'arbitre Gauthier. Bonne réponse de Mehdi Guillonneau. Anthony Gauthier, arbitre de Ligue 1, qui a été élu maire. Alors, il est né à Bailleul, il y a 42 ans. Et Bailleul, c'est 15 000 habitants. C'est situé entre Lille et Dunkerque, pour ceux qui veulent savoir où c'est. C'est donc dans le Nord, forcément. Ouais. Il était arbitre UEFA depuis 2010. Il va mettre des cartons jaunes et rouges à ses habitants. C'est énorme. 13 saisons de Ligue 1, arbitre UEFA. Il a fait la Ligue Europa. Il a fait des matchs de Ligue des Champions. Alors, il a récolté 50,3% des suffrages devant le maire sortant du divers centre avec 27%. C'est Marc Deneuch. Et Joël Descat, écologiste, avec 22%. Il est sans étiquette. Combien d'habitants vous avez dit 15 000 habitants, sans étiquette. Et il y a d'autres sportifs, notamment Bob Tari, qui est très connu en athlétisme, qui n'est pas élu maire, mais qui fait partie d'une liste et qui a été élu. Il y a Franck Leboeuf qui a fait Kuchra qui s'est rétamé. Il y avait Nyang aussi à Marseille qui avait décidé de s'impliquer, je crois. Ouais, mais je crois qu'il est au deuxième tour, je ne sais plus si c'était là, mais il y a quelques anciens Toulousains aussi, un ancien adjoint Yvenard, des anciens joueurs et anciens joueurs de Nice aussi, Cobos qui a été élu sur une liste. Voilà, il y a quelques anciens sportifs. Et ça vous plaît, les sportifs qui rentrent dans la politique et tout? À toute proportion gardée, on a eu David Douillet qui est devenu il y a Bernard Laporte des Sports, il y a Bernard Laporte. Ça vous plaît ça ou c'est des personnalités semi-publiques après tout, donc pourquoi pas utiliser de sa notoriété pour s'ils ont des engagements, c'est bien aussi de profiter de leur notoriété. Je pense à LeBron James par exemple, qui a été très actif récemment avec ce qui s'est passé aux États-Unis. On l'a vu très impliqué, je trouve que c'est pas plus mal non plus, quoi. Marcus Rashford aussi en Angleterre. Rashford, d'ailleurs c'est devenu idole de tout un pays. C'est une idole. Parce qu'il a fait énormément de choses durant ce confinement. Mais il a demandé aux autorités, enfin c'est ça, de continuer les repas. Les repas, il a fait des dons exorbitants. En gros, pendant le confinement, il donnait des repas. En fait, la cantine est gratuite pour ces enfants-là, sauf que pendant le confinement, ils n'allaient pas à l'école, donc il a continué à payer les repas pour ces enfants-là. Et l'école n'a pas repris jusqu'en septembre. Mais il a décidé, lui, il voulait continuer du coup les dons auprès de l'association. Le gouvernement ne voulait pas. En 24 heures, il a fait plier le gouvernement et du coup, ça continue. C'est pour ça que c'est l'idole du pays. Il a réuni des dizaines de millions de livres pour ces enfants-là. C'est très beau. C'est bien un peu cet engagement. Ça montre que voilà. De Rashford. Deuxième question et dernière question. Qui est Roberto Rossetti? Joueur de foot? Non. Roberto Rossetti, bon, c'est un Italien. Oui, italien de 52 ans. Il fait un sport individuel? Non. Un sport collectif? Non. Il fait pas de sport, mais il est dans une émission de sport. Il fait du sport. Ah. C'est un mec dans la rue que. Attendez, mais c'est pas possible. Il fait un sport mécanique. Non. C'est le cousin de Jean Surin. Qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut faire? Vous avez la réponse, Coraline et Romain en plus, donc. Un sport. Attendez, mais c'est pas possible. C'est le président du Calcio. Un sport nautique? Non. Il est impliqué. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il est un dirigeant? C'est un président, c'est un dirigeant. Non. Il a 52 ans. C'est un sportif professionnel ou pas? Alors, il est à la retraite maintenant. Il est à la retraite depuis 2010. Mais c'était un sportif professionnel. Oui. C'est un arbitre. Oui. Mais décidément, vous avez quelque chose avec les arbitres. C'est l'arbitre. J'aime bien les arbitres. Qu'est-ce qu'il peut y avoir en rapport avec les arbitres? C'est pas l'arbitre d'une finale ou de quelque chose comme ça, non? On se rapproche. C'est l'arbitre de la finale de la Coupe du Monde, de la finale de l'Euro de 2016. De l'Euro? De l'Euro 2000? Non. C'était pas l'Italie, ça pouvait pas être possible. Non. 2008, c'est pas possible. Oui, finale de l'Euro 2008. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que c'était il y a 12 ans, jour pour jour, la finale de l'Euro 2008. Au moment où normalement on devrait être en plein milieu de l'Euro. On devrait commencer les huitièmes de finale de l'Euro 2020, mais on le sait pour le corona, à cause du coronavirus, c'est reporté l'année prochaine. Donc en plein Euro, normalement, on aurait dû parler de ça. Et voilà, c'est l'arbitre de la finale Espagne-Allemagne. Allemagne-Espagne. Victoire des Espagnols 1-0
grâce à Torres à la 33e minute. C'était il y a 12 ans jour pour jour. Par contre, cet arbitre, c'était une vraie légende. Il est arbitre depuis 1996. Il a arbitré un certain France-Espagne en 8e de finale de la Coupe du Monde 2006. Ah oui. Ah, c'est pour ça que on l'a revu 2-3 fois pendant le confinement. Il a été élu à 4 reprises meilleur arbitre de la Serie A à la suite, 2006, 2007, 2008, 2009. Il a arbitré les demi-finales de Ligue des Champions 2008 entre Liverpool et Chelsea et en 2010 entre Lyon et le Bayern Munich. Donc il a pris sa retraite après la Coupe du Monde 2010. Énorme carrière. Et d'ailleurs, Romain va nous parler de son confrère arbitre. C'est vrai que Romain est habillé en arbitre, c'est merveilleux. On parle juste un petit mot sur l'Espagne, parce que là aussi, c'était il y a 12 ans jour pour jour, commencer la suprématie espagnole, où on le rappelle, ils ont gagné l'Euro 2008, la Coupe du Monde 2010 et l'Euro 2012, le triplé historique. Aucune équipe, même en Amérique, même en Afrique, n'a réussi un triplé comme ça. C'est la meilleure équipe de football que vous ayez vue, à part l'équipe de France 2018, bien sûr. Et bien au-dessus de l'équipe de France 2018 en termes de football. Voilà, il n'y a pas que... Mais en termes de jeu, c'est incroyable, c'est vrai que c'est incroyable. C'était surtout une révolution, c'est ça qui était incroyable. C'était une révolution et c'était pas seulement la sélection nationale, ça rejaillissait sur tout le championnat. Cette victoire en plus, elle découle aussi c'est extraordinaire parce que ça découle d'une crise en fait où les clubs espagnols n'avaient pas beaucoup d'argent, donc ils ont formé des joueurs différemment et on a vu l'éclosion de ces joueurs-là, des Xavi, des Iniesta qui avant cette période-là ne jouaient pas forcément au Barça, n'étaient pas titulaires. Et avec donc la façon de jouer, le tiki-taka, etc. Piqué, voilà, tous ces joueurs-là à l'époque qui sont devenus champions du monde et champions d'Europe. Les Casillas, les Ramos aussi au Real Madrid, etc. Maxime. Ça m'a fait penser cette période-là un peu à ce que je vous disais quand il y a eu les All Blacks qui avaient perdu en 2007, qui a été un moment dans une période de crise et qui sont revenus et qui ont, en plus de gagner des titres, ont un peu révolutionné la façon de jouer, déjà en remettant, on va dire le clocher au centre du village. C'est vrai qu'ils ont gagné en 2011-2015, mais ils n'avaient pas gagné depuis 86. Ils n'avaient pas gagné depuis 87, c'est ça. Et donc en fait, en plus, ce qu'il y avait d'intéressant par rapport au football espagnol, c'est notamment aussi du point de vue athlétique, c'est-à-dire qu'ils ont présenté des joueurs qui avaient des morphotypes à peu près normaux, qui ressemblaient un peu à une vraie équipe de rugby, un peu comme ce qu'on a vu avec les footballeurs espagnols, c'était pas des bodybuilders quoi. Des petits, quoi. Ouais, voilà, alors qu'avant, si vous vous rappelez, il y avait c'était redevenu un peu le règne du tout physique même dans le foot quoi. Ah ben à cause de France 98. Exactement. À cause de France 98. Et franchement, du coup, grâce à l'Espagne, on a pu retrouver un peu l'essence même du jeu, j'ai envie de dire. Vous pensez qu'une équipe peut battre le triplé, peu importe l'ordre, mais battre un triplé, Coupe du Monde, Euro, Coupe du Monde ou Coupe d'Afrique, Coupe d'Amérique, Coupe d'Asie. C'est difficile là, d'être au haut niveau sur 6 ans là. Alors il y a la France qui est en course pour ça, il y a le Brésil qui est en course pour ça et l'Algérie parce que ces équipes sont les dernières à avoir gagné les trophées je pense qu'il faudrait réinventer une façon de jouer comme l'a fait donc l'Espagne en 2008. Je pense qu'il faudrait inventer un nouveau style. Le football est en train d'évoluer, donc c'est possible, oui, je pense. Vous êtes d'accord avec ça, Mehdi ? Oula, je pense qu'on ne verra pas ça avant un petit moment. Parce que, en fait, il y a tellement de concurrence maintenant que c'est hyper compliqué. Et ce qu'ils font, c'est vraiment extraordinaire. Et voilà, les Espagnols ces dernières années, que ce soit en club ou en sélection, c'était vraiment les meilleurs. Et on suivra les performances de l'équipe de France l'été prochain, de l'Espagne aussi, parce que l'Espagne va disputer l'Euro prochain. C'était Italie-Turquie normalement le match d'ouverture, donc ça sera la même chose l'année prochaine. Et on verra si la France fera le doublé comme il l'avait fait en 98-2000. Ce serait une bonne nouvelle, mais il y a du travail pour l'équipe de France qui est dans la poule d'un barragiste de l'Allemagne et du Portugal, donc la poule est déjà titanesque. Merci messieurs, on va pouvoir passer au débat. Sportez-vous bien. Le débat. Pour la dernière émission de la saison, j'ai demandé aux chroniqueurs de nous présenter leurs bons et leurs bons souvenirs. Timothée Rouvière va nous rejoindre dans pas longtemps par téléphone parce qu'il est actuellement à Reims. Je me tourne vers vous, Mehdi Guillonneau, tout de suite. On va commencer, on en a un petit peu parlé, en antenne on en avait parlé je crois, de Lens et de Lorient en Ligue 2 parce que voilà, il y a quelques Toulousains qui se sont montré en Ligue 2 avec un autre maillot que le TFC. Exactement, vous m'avez parlé de Liverpool, j'ai pas trouvé de personne de la région à Liverpool, donc voilà, j'ai voulu parler de Lens et de Lorient. On va commencer par Lorient puisque l'entraîneur tout simplement est natif de Revel, à quelques kilomètres de Toulouse. C'est Christophe Pélissier, qu'on a connu dans la région à Luzenac, puisque c'est lui qui avait fait monter Luzenac de National à Ligue 2
avant que ça n'existe pas, que ça soit annulé par la Ligue en 2014. À la suite de ça, il est parti à Amiens, où aussi il a fait monter le club de National en Ligue 2 et puis de Ligue 2 en Ligue 1. Il l'a maintenu en Ligue 1, et on a vu qu'après son départ, Amiens, avec un contexte un petit peu particulier, mais descend en Ligue 2, donc c'était lui l'instigateur de tout ça. Et maintenant, il est parti à Lorient, où on se disait que c'est un challenge un peu bizarre pour lui, parce que Lorient, c'était un peu l'ogre avec un des plus gros budgets, etc. Il a aussi réussi à faire monter Lorient, donc il prouve encore une fois qu'il a tout simplement le niveau pour entraîner en Ligue 1 et pourquoi pas plus haut. Alors c'est un petit peu l'Arlésienne avec Toulouse, parce qu'il espère peut-être un jour entraîner Toulouse. Alors pourquoi pas d'ici quelques années, parce qu'on en a déjà un petit peu parlé avant le retour de Casanova il y a 2 ans. Voilà, il y a d'autres joueurs, parce que ses adjoints aussi, notamment Stéphane Pouy, qui le suit depuis un petit moment, est issu de la formation toulousaine. Il a entraîné les U17 et les U19 à Toulouse. Et alors on parle aussi un petit peu d'un joueur formé à Toulouse, Quentin Boigard, qui pourrait peut-être partir à Lorient. Alors, dommage. On verra si ça arrive ou pas, mais voilà, peut-être encore un Toulousain de plus chez un promu. Pour rester sur Christophe Pélissier, et après peut-être un petit peu parler un peu plus de Lens, quand un joueur réussit son début de carrière, quand il réussit à Toulouse, derrière il va à Dijon, il réussit à Dijon, derrière il part de Dijon, il va à Bordeaux, derrière il y a Marseille, il y a Lyon, il y a Paris qui vont le titiller. Pourquoi un Christophe Pélissier ne peut pas potentiellement être dans un projet comme Lyon, comme Saint-Etienne, comme Lille, pourquoi pas? Paris, on va les laisser de côté humblement pour Christophe Pélissier, mais voilà, pourquoi on lui propose pas ça? Est-ce que déjà ça marcherait? Parce qu'on rappelle, il a fait 4 accessions avec 3 clubs différents, ce qui est quand même assez incroyable. On le sait pas en fait. Il faudrait qu'il tester, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il faudrait au moins qu'il le teste une fois. Enfin, honnêtement, moi je n'en sais rien du tout, parce qu'il y a des coachs qui sont faits plus ou moins pour certaines choses. Peut-être que Christophe Pélissier est fait pour les montées de Ligue 2 à Ligue 1 et pour les maintiens en Ligue 1 avec des petits clubs. Et c'est déjà il fait un boulot fantastique à chaque fois. Il y a pas de honte à ça. Voilà, il faut savoir rester aussi humble, et je pense qu'il l'est aussi, et qu'il est conscient de ses capacités, et voilà, peut-être qu'il toute sa vie il entraînera des clubs moyenne de Ligue 1. Et avant de vous redonner la parole, on va accueillir Timothée Rouvière qui est avec nous. Bonsoir Timothée. Bonsoir l'équipe. Comment allez-vous pour cette dernière émission de Sportez-vous bien? Vous êtes à Reims chez nos confrères de France Bleu Champagne-Ardenne, là où vous êtes en stage, c'est bien ça? Tout à fait, je suis à Reims. Écoutez, très heureux de vous retrouver. Vous m'avez presque manqué. C'est vrai. C'est vrai que ça faisait longtemps. Hein. C'était quand la dernière? C'était il y a quoi, 4 semaines, un mois là, non? Oui, peut-être, au moins un mois. C'était mi-mai, je m'en souviens, mi-mai. Donc voilà, là on est en train de parler avec Mehdi Guillonneau de Lens et Lorient promus, parce qu'il mettait en avant des personnes de ces clubs issus de la région toulousaine. Un petit mot sur Lens. Est-ce que ils auront le niveau pour parce que vous attaquez direct, vous me laissez pas parler du club de Lens. Mais vous allez le faire en reprenant la parole, mais parce que voilà, on savait que Lorient s'était fait pour la Ligue 1, parce qu'ils avaient un effectif absolument titanesque, ils n'avaient strictement rien à faire en Ligue 2. Lens, c'était un peu plus compliqué, c'était plus ric-rac, c'est passé de justesse. Est-ce que, voilà, la question elle est là, est-ce que Lens aura le niveau de la Ligue 1 l'année prochaine pour vous? Lens, ça fait 8 ans, de toute façon ils sont montés, ils ont fait un aller-retour parce qu'ils avaient des problèmes de recrutement, ça fait 8 ans qu'ils sont en Ligue 2, et pourtant ça reste l'un des 2 plus gros budgets du championnat en Ligue 2. Donc voilà, ils ont fini deuxième du championnat. D'ailleurs, vous pouvez suivre l'épopée de Lens sur l'équipe avec 200 et d'or. Alors c'est pas du tout le même budget que Sunderland dont on a déjà parlé, mais ça reste quelque chose de très bien. Vous pouvez suivre la saison donc du RC Lens cette année, qui a connu des hauts, des bas, qui a viré son entraîneur à 2 journées de la fin du championnat, qui s'est arrêté à la 28e journée. Vous spoilez les auditeurs. Les gens qui ont suivi le foot savent quand même que Monsieur Montagnier s'est fait virer lors de la 26e journée, mais voilà, c'est raconté de l'intérieur et on voit plein de choses, notamment au niveau mercato, etc. C'est assez intéressant. Et bon, il restera une part de Toulouse en Ligue 1, puisque dans cette équipe-là, il y a quand même Odair Fortes qui est joué à Toulouse, Corentin Jean qui est prêté par Toulouse mais qui va rester donc à Lens, Clément Michelin qui est un joueur formé à Toulouse, et Cahuzac aussi qui a fini capitaine de cette équipe-là et qui a passé aussi 2 ans à Toulouse. Et il y a aussi Michael Debève qui a été entraîneur de Toulouse et adjoint,
qui était l'adjoint de Montagnier qui s'est fait virer, mais il fait aussi partie de l'aventure. Exactement, faire partie de cette histoire-là. Et voilà, revoir Bollaert en Ligue 1, c'est tout à fait normal. Pour moi, avec Saint-Etienne, Marseille, c'est les 3 plus beaux publics de France. Il y a vraiment quelque chose. Voilà, c'est un club qui est même pas identifié à une ville, c'est une région, tout le bassin minier là, du Nord. Et c'est vraiment... Je dirais même c'est le plus beau parce que les supporters, c'est les plus chaleureux. Oui. Et pour être allé plusieurs fois dans le COP de Lens, j'ai un de mes meilleurs amis qui est lensois, il m'a invité donc plusieurs fois. Et ça m'a vraiment fait penser au rugby, l'ambiance. C'était vraiment détendu. Avec les trompettes, etc. C'est ça, c'est bon enfant. C'est vraiment, il y a pas tant d'insultes que ça. C'est un régal. Franchement, moi, je suis vraiment heureux qu'il retrouve la Ligue 1. Et c'est un club qui a souffert ces dernières années parce que, champion en 98, etc. Mais ils avaient connu un flop avec Hafiz Mamadov qui avait repris le club et ça avait absolument pas marché. Maintenant, ils ont Ougourlian et ça a l'air de beaucoup mieux fonctionner. Timothée Rouvière, ça vous fait plaisir de voir Lorient et Lens en Ligue 1 ou ça vous fait ni chaud ni froid ? Si j'avais un choix à faire, je vous dirais plus Lens parce qu'on sait le formidable public qu'a le RC en Lens, les 100 et Or, qui est un club qui a marqué quand même le football français. Donc c'est vrai que Lens, moi je pense qu'ils ont les moyens de se maintenir, rien que cette ferveur populaire, ça peut aider. Concernant Lorient, on sait que les Bretons sont quand même sacrément costauds quand il s'agit de se maintenir, donc j'y crois quand même pour les deux. Gardez la parole, Timothée Rouvière, parce que vous, votre coup positif, entre guillemets, de la saison, c'est rugby. D'ailleurs, il y a 2 footballs de rugby. On vient de faire un football, donc on va faire un rugby. Je vous donne la parole, Timothée Rouvière, parce que vous, on va parler avec vous du renouveau, enfin d'un semblant de renouveau du 15 de France de rugby. Plus qu'un renouveau, j'ai envie de vous dire, c'est une renaissance comme on aime souvent les voir dans le monde du sport. Voilà, c'est celle de l'équipe de France de rugby. Oubliez la déception du Mondial 2019, des humiliations contre les All Blacks, les Springboks ou encore l'Australie, et place au 15 de France nouveau, ambitieux et joueur, car pour moi c'est là la particularité de cette équipe, du jeu et encore du jeu. L'encadrement, on sait, il a totalement été renouvelé avec l'arrivée de Fabien Galtier juste après la Coupe du Monde 2019. Et surtout, c'est un encadrement, c'est un staff qui prône la vitesse. Et cette vitesse, voir l'équipe de France jouer dans le désordre comme on l'a connu au début des années 2000 et 2010, c'est pour ça en fait que moi je considère qu'on est sur un renouveau, une renaissance de l'équipe de France. Autre particularité de cette équipe de France, moi je pense instinctivement à la défense. Les Bleus n'ont jamais encaissé aussi peu d'essais et pour expliquer le fait que les Bleus n'encaissent pas d'essais, ça tient un homme, c'est Sean Edwards. Sean Edwards, c'est un entraîneur gallois qui a été appelé au chevet de l'équipe de France et qui a totalement révolutionné le jeu et la manière de jouer. Il y a aussi eu des révélations, il y a eu des confirmations. Je pense à Romain Ntamak, je pense à Arthur Vincent, je pense à Grégory Aldrit, Charles Olivon ou encore Anthony Boutier qui il y a encore 3 ans était en 2e division et on l'a tout de suite vu, les résultats ils ont rapidement parlé. Avec 3 victoires lors des 3 premiers matchs pour le tournoi des 6 nations, contre l'Angleterre qui était quand même la bête noire de l'équipe de France et qui était sacrément costaud après la Coupe du Monde, je le rappelle, qui a fait finale. Voilà, l'Italie, le Pays de Galles. Bon, la suite a été un petit peu moins glorieuse avec une défaite malheureuse contre l'Écosse, mais on sait que dans la situation actuelle, c'était un petit peu compliqué. J'ai juste envie de vous dire que voilà, le tournoi des 6 nations n'a pas été à son terme, mais à défaut d'avoir battu l'Irlande, un match qui n'a pas été joué, qui devrait en fait se jouer en novembre. En novembre, en automne, on ne sait pas trop. Là, on parle plutôt d'un format à 8, à 6, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Mais à défaut d'avoir battu le 15 du trèfle, on se dit qu'on a de la chance d'avoir de cette équipe de France après une décennie de pas le résultat. Donc, je vois déjà Maxime s'alarmer et dire c'est trop tôt. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir cette équipe de France. Ça fait plaisir de l'avoir rayonné, ça fait plaisir d'avoir une belle homogénéité avec ses joueurs, une belle osmose entre un staff qui est à l'écoute de ses joueurs, etc., mais qui sait quand même poser les règles et un cadre, et pour le plus grand plaisir des supporters, à commencer par nous. Vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Timothée, ou justement vous vous dites attention, on se détend et la Coupe du Monde c'est dans 3 ans en France voilà. Il a bien résumé, je suis plutôt d'accord avec lui sur plusieurs points. Après moi je suis plus prudent, comme je vous dis, il faut attendre aussi de voir comment ça va évoluer dans les années à venir, surtout que le calendrier international risque d'être reformé. Chamboulé, Par contre, ce qui peut vraiment changer la donne pour le rugby français, ce qui nous manquait, c'était une tête d'affiche. Il a cité Romain Ntamak, pour moi c'est clairement le joueur sur qui il faut miser. C'est un gars qui joue bien, il plaît aux filles, qui parle bien. Il parle bien, mais franchement c'est... Pour les calendriers du rugby c'est important. En attendant, c'est la tête d'affiche qui manquait au rugby français, et je pense que c'est le joueur sur qui il faut miser si en plus les résultats viennent. Voilà. Et on verra l'équipe de France, on le rappelle, la prochaine Coupe du Monde en 2023
En France, il y aura quelques matchs normalement à Toulouse, peut-être même un match, pourquoi pas, du 15 de France. On a fait du foot, on a fait du rugby, on retourne au foot avec vous, Marek Keita. On va parler de quelqu'un pas vraiment connu, on est d'accord ? Ça va aller vite. On va parler de Zinedine Zidane. Oui, Zizou, voilà. J'étais pas très inspiré, mais en fait, je suis parti du constat donc, de cette magnifique talonnade de Benzema hier, puisque finalement, le destin de Zidane et de Benzema est assez lié. En fait, oui, un coup positif parce que c'est vrai que Zidane a fait les frais des critiques, c'est assez surprenant. Pourtant, il a gagné 3 Ligues des Champions, mais voilà, certains appelaient ça de la chance. C'est vrai que c'est de la chance de gagner 3 Ligues des Champions. C'est ça, oui, voilà. On met l'arbitrage en cause, etc. On trouve toujours des excuses. Mais par contre, lui, il n'avait pas beaucoup d'émotions, mais il avait des trophées, lui. Voilà, donc là on arrive sur le débat Mehdi, bonjour Mehdi. Là, mais pour le coup Zidane peut-être va être la personne qui va vous réconcilier tous les deux, puisque lui en fait on l'aime notre ZZ. Ouais, il est parti donc en 2018, il reprend l'équipe en 2019. Voilà, une équipe désossée, pauvre de Cristiano Ronaldo, donc parti à la Juventus de Turin. Une équipe aussi pauvre en jeu, avec donc vraiment une détresse sportive. Il a récupéré cette équipe qui était 5e, 6e à l'époque. Il a réussi à les faire remonter au classement, donc sans Ligue des Champions certes, et il a réussi à recréer du jeu, à rehausser le niveau, et ça c'est certainement le témoignage d'un grand entraîneur, puisque là ils ont donc, le Real a donc 2 points d'avance sur le Barça. Vous pouvez le dire, Mike, ils vont être champions. Ils vont être champions. Ils sont au-dessus là, on le voit quand même. Deuxième titre pour le Barça, là c'est au-dessus quoi. Donc voilà, Zidane joueur génie, Zidane coach génie. En 2017, il fait quand même quelque chose de dingue, c'est qu'il remporte 5 trophées en 2017. Il est champion d'Espagne, il est vainqueur de la Super Coupe d'Espagne, il est vainqueur de la Ligue des Champions, il est vainqueur de la Super Coupe de l'UEFA, il est vainqueur de la Coupe du Monde des clubs. Il lui manque entre guillemets que la Coupe du Roi, donc la Coupe d'Espagne. Voilà, énorme palmarès pour Zinedine Zidane qui a gagné son dernier trophée en 2020 là, cet été. C'était la Super Coupe d'Espagne contre le FC Barcelone. Vous pouvez dire la Liga même pas, c'était pas cet été, c'était je suis bête, c'était en janvier. Début janvier. C'était en janvier. Donc voilà, Zinedine Zidane. Et un jour il va la Ligue des Champions. Et peut-être encore la Ligue des Champions. Enfin là, il va falloir mettre 2 buts à City. Oui. Voilà, ça va être compliqué parce qu'ils ont perdu 2-1 à domicile contre Manchester City. Il va quitter le Real Madrid un jour ou c'est comment là ? Il est désigné comme étant le successeur de Didier Deschamps, le successeur naturel, et même Deschamps. Et même Deschamps l'a dit, oui, voilà, bien sûr. Il l'a dit, au fond, tout le monde le sait, donc ça va se passer et c'est tant mieux. Et c'est normal. Je vais me faire l'avocat du diable. Zidane sélectionneur, donc pas avant 2022. Ça fera 36 ans pour Benzema. Pourquoi pas. Ça va, 36 ans. Je pense qu'il y aura une sacrée relève quand même dans le foot français. Des nouveaux cadres, donc ce sera compliqué. Puis peut-être que Benzema ne voudra pas. Et c'est quelque chose de rare, pour finir là-dessus et après donner la parole à Maxime Brossard, c'est quelque chose de rare qu'un grand joueur devienne, puisque là on peut déjà en parler, devienne un grand entraîneur. En général c'est l'inverse, c'est l'un ou l'autre en général. C'est vrai. Après on a de beaux exemples avec Lampard aussi qui est en train de faire quelque chose de fort à Chelsea. Sacré boulot à Chelsea. Vous avez Cruyff. Là c'est quand même... l'autre exemple d'une star planétaire et d'une idole qui réussit, c'est Johan Cruyff. C'est vraiment lui. Et Johan Cruyff, c'est presque plus fort que... parce qu'il a révolutionné un petit peu le jeu à Barcelone, alors que Zidane est beaucoup plus dans le management. Zidane parle très simplement, et c'est pour ça aussi qu'on aime, c'est parce que dans ce foot où on invente des histoires, etc., Zidane il dit toujours des choses très simples, très vraies, et c'est peut-être humain, dans le management, il est très humain, et voilà, c'est une manière de coacher de toute façon maintenant, il n'y a pas que les aspects tactiques, etc., et c'est en ça qu'il est très très fort. Timothée Rouvière, Zinedine Zidane vous fait rêver comme joueur et comme entraîneur, on imagine aussi. Oui, c'est vrai que ça a été un grand joueur, on le sait tous, et c'est vrai comme entraîneur, alors moi j'étais un peu dubitatif parce que c'est vrai que quand il a quitté le Real une première fois, je me suis dit c'est vrai que ça va être compliqué de revenir, etc. Mais là où il a été fort, c'est qu'il a totalement réussi à se réinventer. Et on voit qu'avec l'effectif du Real est pléthorique avec plein de stars, mais même avec le départ de Cristiano Ronaldo, le déclin du milieu de terrain avec Toni Kroos et Luka Modric, il a su adapter en fait, manager, etc. Il a réussi à redonner confiance à Hazard, à Vinicius aussi qui perdait un petit peu confiance après un début de saison canon. Donc c'est vrai, voilà, il arrive à créer cette osmose, etc. Et on a hâte de voir ce qu'il va donner dans les prochains matchs. On va changer de sport, on va retourner au rugby, on va rester dans la région. On va faire ça très vite. Désolé, Maxime Brossard. La vie est belle.
on va partir à Colomiers. C'est parti, on part à Colomiers. Donc, moi, je voulais parler de Colomiers qui, après une saison plutôt tumultueuse en 2018-2019, m'a fait rêver vraiment cette année, puisqu'ils ont fini premier du championnat avant l'arrêt à cause du Covid. Donc, ils ont été amenés par un duo de jeunes entraîneurs très talentueux, Julien Sarotte et Fabien Bernot, voilà. 2 anciens joueurs de Colomiers en plus de la maison. Ça a été assez étonnant, puisqu'ils ont axé le recrutement notamment sur beaucoup de joueurs de Fédéral 1 qui étaient revanchards. Je pense à des joueurs comme Kehey, Laforgue, Soulan. Il y avait aussi de jeunes joueurs prometteurs comme Barlow, Pimienta, Fontaine, Pesson, et aussi des stars, puisqu'ils ont recruté quand même Gori qui était le demi-mêlée de l'Italie, donc le gars est venu jouer en Pro D2, et Vici qui a été un peu un pari là aussi, et qui a fini meilleur marqueur de la saison, du moins dans le top 3. Ils avaient commencé très fort. La première journée, je me souviens, ils étaient allés battre Grenoble 20-23. Qui venait de descendre. Qui venait de descendre et qui était le gros favori pour la remontée. Il y a aussi donc... après il y a eu une victoire contre Mont-de-Marsan, puis il y a eu 3 défaites de rang, et ensuite la machine s'est lancée. Pour vous dire, en fait, il y a eu que 3 défaites en 18 matchs pour Colomiers, et il y avait même eu une série incroyable de 9 victoires de rang. Voilà, c'est historique, ça n'était jamais arrivé au club. Et ils étaient donc premiers à l'arrêt avec 77 points, 3e meilleure attaque, première défense. S'ils étaient montés en top 14, c'était l'équipe avec le plus petit budget qui serait monté, 7 millions d'euros. Voilà. Ils sont plus en division, enfin au plus haut niveau national depuis 2005. Ils avaient fait une mauvaise saison l'année dernière, une bonne saison cette année. Ça va être difficile de reconfirmer. En 30 secondes. En 30 secondes, c'est l'interrogation. Vous avez tout résumé. Est-ce qu'ils vont conserver la dynamique ou pas quand ça va reprendre? Voilà, ce sera ça l'intérêt de la saison. Tant qu'il y a des noms gersois, c'est bon. C'est ça, mais on imagine que c'est rageant aussi pour un club qui n'est pas prévu d'être au tableau. Ils avaient pas prévu. C'est ça, ils avaient pas prévu. C'est rageant quand même, parce que normalement ils devaient monter. Oui, ils devaient. Ils avaient même mis toutes les cartes de leur côté financièrement, et ils étaient prêts pour la montée, avait dit le président Alain Carré. Malheureusement, ça se fait pas. Ils vont repartir. Ils sont pas déçus. Ils préfèrent plutôt que ça se rejoue et que de monter dans ces conditions. Il avait dit d'ailleurs le président. Donc voilà, on les attend. Moi, je les attends avec impatience. J'espère qu'ils vont revenir et j'espère qu'ils vont monter. Merci beaucoup, Maxime Brossard, et on suivra bien évidemment, comme d'habitude, l'actualité de Colomiers l'année prochaine. Je me permets de prendre 45 secondes tout simplement pour vous dire merci à vous, sincèrement, aux chroniqueurs, à Timothée Rouvière qui est à Reims, à Éric Dupry qui avait fait quelques émissions avec nous, à Lucas Serdic qu'on peut saluer et qui est pas là aujourd'hui, qui fait partie de la bande. Merci à Coraline, merci à Romain, merci à Christophe qui a fait quelques émissions, merci à Grégoire qui a fait quelques émissions aussi. Merci à vous, chers auditeurs. Merci à Intersport, notre partenaire qui nous suit depuis 1 an, qui va renouveler le partenariat l'année prochaine. Donc nous serons encore avec vous pour une 3e année, la 2e avec Intersport. Merci beaucoup, messieurs. L'année prochaine, ce sera une année titanesque, avec les Jeux Olympiques. Il y a du lourd qui arrive. Avec les Jeux Olympiques, avec beaucoup de championnats du monde, l'Euro de football. On va faire un burn-out. On arrivera en pleine forme. Encore une fois, merci, chers auditeurs, et nous on se retrouve en septembre. Passez un bel été avec Sportez-vous bien. À bientôt.